Au nom de l'Assemblée générale, je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence, M. William Samoei Ruto, président et commandant en chef des forces de défense de la République du Kenya. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. William Samoei Ruto, président et commandant en chef des forces de défense de la République du Kenya, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence Csaba Korosi, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Votre Excellence Monsieur Antonio Guterres, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je me réjouis de l'immense privilège qui m'est fait de me joindre à vous au sein de cette auguste assemblée, un privilège qui a été possible à la suite d'une transition démocratique pacifique au terme d'élections libres et régulières au Kenya le 9 août 2022. Des élections qui sont l'illustration même de la puissance universelle de la démocratie, mais aussi de la capacité manifeste des peuples africains à investir dans des nations robustes, dans un avenir sûr, en élaborant des constitutions solides, des institutions efficaces et en appliquant de façon impartiale les principes de l'état de droit pour concrétiser des aspirations communes. La 77e session survient à un moment décisif où le monde entier est en proie à de graves difficultés. Conflits régionaux, pandémie de Covid-19, triple crise planétaire, insécurité alimentaire, hausse du coût de la vie. Je saisis cette occasion pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la présidence de la présente session. Il ne fait aucun doute que votre riche expérience nous donne l'assurance de votre habile direction. Votre mot d'ordre, solution fondée sur la solidarité, la durabilité et la science, symbolise en quelques mots pertinents les nécessités impérieuses de notre époque. Je puis vous assurer du soutien indéfectible et de la coopération du Kenya pendant votre mandat. Je saisis également cette occasion pour féliciter votre prédécesseur, son Excellence Abdullah Shahid, de sa direction audacieuse de la communauté des Nations unies et d'avoir assuré la poursuite des activités malgré les circonstances inédites provoquées par la menace mondiale de la pandémie de Covid-19. Excellence, le bien-être de l'humanité est menacé. La santé de la planète doit faire l'objet d'un examen urgent. La pression immense qu'exercent les menaces telles que les changements climatiques, la crise alimentaire mondiale, le terrorisme, la cybercriminalité, les conflits armés a été aggravée par les perturbations catastrophiques provoquées par la pandémie de Covid-19. Je souscris au thème choisi pour cette session. Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Ce thème, en effet, nous montre que nous avons une occasion à saisir afin de renforcer notre engagement, le faire passer d'un consensus à une action décisive. À de nombreux égards, la pandémie de Covid-19 nous a dépouillés de maintes illusions et a révélé des déficits criants en matière de justice et de solidarité face à des crises existentielles. La pandémie nous a montré que l'économie mondiale était une autoroute à deux bandes où circulent les patrouilles répressives d'un nationalisme excluant.
une menace qui vient saper les perspectives de l'action collective et qui vient affaiblir nettement la détermination de la communauté internationale à garantir les droits fondamentaux, y compris la sécurité et la dignité de la majorité la plus vulnérable du monde. Voilà pourquoi de nombreuses nations, notamment les pays du Sud, appellent désormais à la démocratisation de la gouvernance mondiale et appellent à réinventer un multilatéralisme qui soit inclusif et qui œuvre pour le bien commun. Le Kenya est prêt à travailler aux côtés d'autres nations pour parvenir à la panafricanisation du multilatéralisme et à un système de gouvernance mondiale juste et inclusif. Il nous faut lancer une réflexion sur ces questions, alors que nous nous efforçons d'aider nos peuples, entreprises, industries à se relever afin que le moteur du développement puisse propulser nos sociétés vers la prospérité sans faire de laisser pour compte. Reconstruire en mieux, tel est le cri de ralliement universel pour tirer les enseignements et faire plus, faire mieux pour se relever après le choc. Je pense que nous avons une occasion en or à saisir pour appliquer ce mot d'ordre et aller plus loin encore dans les paroles et dans les actes en rajoutant un B. Reconstruire en mieux, from the bottom, depuis la base. Reconstruire en mieux depuis la base, cela revient à inclure la majorité travailleuse marginalisée dans l'économie, le milliard d'en bas qui livre au quotidien une bataille pour survivre dans un contexte troublé marqué par un manque de perspective et par une existence précaire. Leur ingéniosité, optimisme, résilience et énergie dans cette base affairée est souvent décrite comme un effort pour se démener, invisible aux décideurs, hors de la portée de nombreux services publics. Ces battants ne prennent rien pour acquis, survivent contre toute attente et bien souvent réussissent. Pour reprendre les termes d'Abraham Lincoln, les patients sont récompensés, mais non que les restes laissés par les battants. L'heure est venue de renforcer la résilience de nos nations, d'intégrer ces millions de battants grâce à des stratégies et des efforts délibérés en faveur de l'inclusion économique. Il est temps de reconstruire en mieux depuis la base. Les défis interdépendants des conflits, de la triple crise planétaire, de la crise alimentaire mondiale ont ralenti notre élan et nous ont détourné des transformations fondamentales nécessaires au développement durable. Dans la région de la Corne de l'Afrique, des graves sécheresses, des perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquées par la pandémie ainsi que le conflit entre la Russie et l'Ukraine ont provoqué une insécurité alimentaire. Par voie de conséquence, nous n'avons eu d'autre choix que de revoir nos stratégies et de donner la priorité à l'assistance après sécheresse et famine en préservant notre éducation, en améliorant la protection sociale et les systèmes de soins de santé pour garantir le bien-être de notre population. De nombreux pays connaissent désormais les phénomènes troublants de ces fleuves, canaux et réservoirs qui se tarissent en raison des sécheresses et des canicules provoquées par les changements climatiques. Le Kenya n'est pas une exception. Les terres arides et semi-arides au nord de notre pays ont été durement touchées par des sécheresses d'une gravité sans précédent au cours des 40 dernières années. 3,1 millions de résidents de ces zones souffrent d'insécurité alimentaire en raison du manque de précipitations pendant 3 saisons consécutives, ce qui a nuit à l'agriculture et à l'élevage. Cette confluence inédite de phénomènes néfastes a exacerbé la pénurie en eau, ce qui a été encore aggravé par une hausse des prix de l'alimentation et ce qui a nuit à l'ambition du Kenya de garantir une bonne qualité de vie à nos citoyens et citoyennes, entravant par là même la réalisation des ODD 6 et 2.
Des sécheresses graves non seulement ont touché la Corne de l'Afrique et la région du Sahel, mais continuent de ravager bien d'autres régions, notamment en Asie, en Europe et en Amérique. Le fait que nous soyons tous dans le même bateau devrait nous amener à consentir des efforts concertés par-delà les continents. Par voie de conséquence, j'exhorte les États membres et les parties prenantes à faire montre d'une volonté politique marquée pour garantir une coopération efficace en apportant un soutien financier aux pays touchés, par exemple en partageant des technologies de restauration ou d'adaptation climatique. Grâce à la coopération, nous pouvons miser sur l'inclusion et créer un nouveau paradigme du multilatéralisme. Le dernier rapport du GIEC nous le rappelle. Nous ne pouvons nous permettre de perdre davantage de temps à débattre de l'avantage de l'action ou de l'inaction. Il sera bientôt trop tard pour inverser le cours des événements. Et à ce moment-là, même les meilleures interventions seront autant de coups d'épée dans l'eau. En tant que dirigeants, nous avons chaque jour l'occasion de redoubler nos efforts pour faire face à cette triple crise planétaire. Rappelons que lors de la réunion Stockholm plus 50 que le Kenya a eu l'honneur d'organiser aux côtés de la Suède, les États étaient d'accord quant à la nécessité d'agir de toute urgence pour faire face à l'impact environnemental. À la lumière de cet accord, il est préoccupant de voir l'absence de progrès à l'heure d'agir. L'heure est venue d'envisager ensemble des mesures urgentes nécessaires pour agir sur les priorités et limiter les perturbations en cours. Je suis totalement d'accord avec la déclaration mémorable du secrétaire général lorsqu'il a dit, je cite, « Nous avons un rendez-vous avec une catastrophe climatique ». Fin de citation. J'ajouterai que nous ne devons pas être pris par surprise. Si, en effet, il vaut mieux prévenir que guérir, nous avons l'occasion de nous mobiliser de toute urgence et d'agir sans tarder. Excellence. L'agriculture a un rôle important à jouer pour réduire la gravité des changements climatiques. Nombre de pratiques ont une incidence positive ou négative sur diverses dimensions de l'environnement. Investir dans la technologie agricole moderne est une façon de relever les défis environnementaux actuels. Le Kenya a lourdement investi dans une agriculture climato-résiliente. Au cœur même de notre stratégie de transformation et de croissance du secteur agricole, sur 10 ans, l'on trouve 9 projets phares, notamment des mesures d'incitation directe à nos agricultures, une amélioration des pratiques agricoles grâce à des services sur mesure, un suivi des réserves alimentaires d'urgence en utilisant des systèmes numériques et un système d'alerte précoce concernant les réserves alimentaires et les prix du marché. L'agriculture est le socle sur lequel repose le développement de toute nation et la clé de la création d'une croissance équitable et durable pour notre population. Aucun pays, quelle que soit sa taille, n'a pu grandir sans moderniser son secteur agricole. Alors que nous nous fixons ces objectifs, nous devons immédiatement trouver des solutions au manque de disponibilité et d'accès de nos agriculteurs aux engrais. Je suis pleinement d'accord avec le secrétaire général Guterres lorsque hier il nous a dit que si nous n'agissons pas maintenant, la pénurie mondiale d'engrais deviendra très bientôt une pénurie mondiale de denrées alimentaires. Fin de citation. Nous nous félicitons de constater que l'éducation, la santé, l'agriculture et tant d'autres services publics dépendent de plus en plus de l'accès numérique.
Le monde doit investir davantage dans le développement de ces TIC, doit adopter des politiques favorables à l'innovation et à l'acquisition et au déploiement accru de technologies. Ce faisant, il faut savoir que ces mesures permettent de réduire la pauvreté et de promouvoir un développement sans exclusive. J'appelle de mes vœux un partenariat mondial renforcé pour consolider les infrastructures des TIC dans les pays en développement et pour combler le fossé numérique qui divise les pays du Sud et le reste du monde. Excellence, cette 77e session de l'Assemblée générale survient après le 50e anniversaire du programme environnemental des Nations Unies, PNUE 50, ainsi que la réunion Stockholm plus 50 et la 4e conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne. Les documents finaux de ces conférences prévoyaient des mesures pour régler les problèmes environnementaux de toute urgence pour permettre une transition juste vers des économies durables pour tous les peuples. La résolution de mars 2022 de l'Assemblée environnementale à Nairobi pour mettre un terme à la pollution plastique est une mesure décisive montrant que le monde est prêt à contrer cette menace. Le Kenya est prêt à travailler en étroite coopération avec d'autres nations afin d'adopter des instruments juridiquement contraignants permettant de mettre un terme à la pollution par les plastiques. En tant que nation amphitrionne du PNUE et de NU-Habitat, le Kenya affirme que ces institutions essentielles de l'ONU ont un rôle indispensable à jouer pour promouvoir la durabilité environnementale dans le monde et pour permettre la création de villes durables, respectueuses de l'environnement et responsables sur le plan social. Conformément à son attachement aux institutions multilatérales, le Kenya a mis à disposition davantage de terrain à l'Office des Nations Unies à Nairobi afin de permettre une modernisation de son complexe. J'invite les États membres à venir compléter cette contribution en renforçant le financement pour permettre la modernisation des installations de l'Office à Nairobi. Le Kenya souhaite que l'utilisation durable des océans et l'économie bleue soit une priorité du développement. En effet, nous sommes convaincus que des investissements accrus dans ce secteur essentiel permettront d'éradiquer la faim, de réduire la pauvreté, de créer des emplois et de stimuler la croissance économique. J'exhorte le secrétaire général à continuer d'attirer l'attention sur la nécessité impérieuse de développer ce secteur essentiel. Je demande aux pays développés d'investir dans la pêche durable, de protéger les écosystèmes marins et de partager des solutions climatiques océaniques avec les pays en développement. Quant à nous, j'ai l'honneur de vous annoncer que, faisant fond sur la conférence sur une économie bleue durable de 2018 à Nairobi, le Kenya est en train de revoir sa stratégie nationale d'économie bleue afin de renforcer la participation des communautés à la gestion des eaux douces, des ressources côtières, maritimes et des écosystèmes. Cette stratégie devrait contribuer à notre développement économique en garantissant la sécurité alimentaire, nutritionnelle, le développement côtier et rural et devrait conduire à une augmentation des revenus dans la chaîne de valeur de l'aquaculture. Ce projet permet de renforcer le transport maritime et le tourisme également. Nous espérons que les partenaires au développement investiront en Afrique afin de renforcer les capacités de sorte à utiliser de façon durable les ressources maritimes. Il nous faut ensemble utiliser au mieux les ressources bleues de l'Afrique pour développer nos économies tout en atteignant nos objectifs climatiques. En amont de la 27e conférence des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27, qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte, il est logique d'attendre des États membres qu'ils se penchent sur l'élaboration et l'application de cadres d'atténuation des effets des changements climatiques.
La réalisation des mesures prises par les États membres est essentielle à nos travaux futurs. Voilà pourquoi je vous exhorte à honorer tous les engagements qui ont été pris en matière de financement climatique. À ce sujet, il est essentiel d'insister sur le fait que nous sommes engagés dans une course contre la montre. Au cours des 10 dernières années, le Kenya a montré son engagement à procéder à des transformations socio-économiques en profondeur grâce à 3 feuilles de route principales. Premièrement, la vision nationale Kenya à l'horizon 2030, visant à faire du Kenya un pays nouvellement industrialisé, à revenus intermédiaires supérieurs, garantissant une qualité de vie à ses citoyens dans un environnement propre et sûr d'ici 2030. Deuxièmement, l'agenda 2063 de l'Union africaine et troisièmement, les objectifs de développement durable. Le Kenya va utiliser un large éventail de ressources pour réaliser ces objectifs qui se renforcent mutuellement et qui sont interdépendants. Les perturbations provoquées par la pandémie nous ont contraints de nous concentrer sur de nouvelles interventions, notamment un programme de relance économique, une stratégie de relèvement économique après la pandémie de Covid-19 et une stratégie de relance socio-économique après la pandémie visant à atténuer les impacts néfastes de la pandémie. Je puis vous confirmer que nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire vu les circonstances. Néanmoins, cela ne suffit pas. Le Kenya et le reste de l'Afrique, à l'instar d'autres pays en développement, ont besoin de davantage de partenariats internationaux, de coopération pour éviter une crise économique au lendemain de la pandémie. Les pays en développement qui ploient sous le fardeau du service de la dette risquent de perdre les progrès réalisés en matière de développement en raison de la pandémie et des perturbations qui en ont découlé. J'exhorte les institutions financières et la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour et libérer tous les instruments financiers existants afin de dégager des liquidités supplémentaires et de donner une marge de manœuvre budgétaire supplémentaire à des pays en développement tels que le Kenya pour leur permettre de renforcer les investissements sociaux, de soutenir l'adaptation au changement climatique, les mesures d'atténuation, de satisfaire les besoins sécuritaires et de relever le défi du financement du développement. Au nom du Kenya, je me fais l'écho d'autres dirigeants et j'appelle la Banque mondiale, le FMI et autres organes de prêt multilatéraux à proposer un allègement de la dette aux pays les plus durement touchés, notamment par les conflits, les changements climatiques et la Covid-19. Qui plus est, j'exhorte le G20 à élargir la portée du cadre commun pour suspendre ou rééchelonner le paiement de la dette de la part des pays à revenus intermédiaires pendant la période de relèvement après la pandémie. À ce stade, je demanderai à l'Assemblée générale de prendre le temps de réfléchir à la paix et à la sécurité dans le monde. La paix et la sécurité qui se heurtent à de nombreux défis, mais où il y a également énormément d'occasions à saisir. Notre région de l'Est et de la Corne de l'Afrique est affligée par de nombreux conflits avec une incidence sur le développement de la région. Mais nous pouvons également prendre des mesures de confiance et donner un élan à la pérennisation de la paix. Le Kenya n'a eu de cesse d'investir dans les efforts diplomatiques afin de parvenir à une paix pérenne dans une multitude de situations au sein de la région et au-delà. Certains processus ont été des succès incontestables, mais les difficultés subsistent. Voilà pourquoi je réitère notre appel en faveur des partenariats pour prendre des mesures d'instauration de la confiance et pour consentir des efforts concertés en faveur de la paix et de la stabilité durable. Le Kenya
siège actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai l'honneur de vous confirmer qu'au cours des 2 dernières années, nous avons pu donner la priorité à la paix et la sécurité régionale, à la lutte antiterroriste, à la lutte contre l'extrémisme violent, au soutien aux opérations de paix, à l'action climatique et à la sécurité dans le cadre de nos contributions aux efforts collectifs visant à bâtir un monde plus sûr, plus prospère et plus pacifique. Je suis fière de vous affirmer que le Kenya a continué de se faire le chantre d'une coopération étroite entre les mécanismes régionaux et le Conseil de sécurité afin de parvenir à la paix et la sécurité internationale. Le Kenya continue d'appeler de ses vœux une révision de l'architecture de sécurité de l'Union africaine afin de profiter de l'avantage comparatif et de la complémentarité entre l'ONU, l'Union africaine et les communautés économiques régionales. En étroite coopération avec les 2 pays africains élus du Conseil de sécurité, nous nous efforçons de faire davantage entendre la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité pour parvenir à un système multilatéral qui soit fondé sur le consensus et les règles. Nous avons l'intention d'œuvrer à une panafricanisation de l'agenda mondial pour que le multilatéralisme aille dans le sens des peuples du monde dans toute leur diversité. L'heure est venue pour le multilatéralisme de faire entendre la voix des agriculteurs, de représenter les espoirs des villageois, de se faire l'écho des aspirations des éleveurs, de défendre les droits des pêcheurs, d'exprimer les rêves des commerçants, de respecter les souhaits des travailleurs et de protéger le bien-être de tous les peuples des pays du Sud. Mon pays est absolument convaincu que la pertinence, la légitimité et l'autorité morale des Nations Unies laisseront à jamais à désirer, sapé par l'absence de réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi nous restons engagés à réformer le Conseil de sécurité afin d'en faire une institution plus efficace, représentative et véritablement démocratique. Vu l'ampleur et la multitude de défis auxquels continue de se heurter le monde, une organisation plus adaptée à l'objectif est plus nécessaire que jamais. Une organisation jouissant de la légitimité et de l'efficacité nécessaires pour contrer les menaces pesant sur la paix et la sécurité internationale. Un ordre mondial juste et sans exclusive qui ne peut être mené par un Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne satisfait toujours pas le critère d'inclusion. De même, les menaces pesant sur la démocratie ne pourront être contrées par un Conseil de sécurité qui n'est ni démocratique ni représentatif. Il est essentiel que cette institution incontournable reflète les valeurs qu'il est tenu de protéger, défendre et promouvoir au nom de l'humanité. Nous saluons l'appel lancé par le président Biden ce matin même en faveur de la révision de la composition des membres du Conseil de sécurité. C'est un pas dans la bonne direction et nous espérons qu'un consensus pourra être trouvé. La pandémie de Covid-19 a mis à mal nos systèmes de santé, a entraver la réalisation de programmes essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable en lien avec la santé. Afin de nous remettre sur les rails et d'accélérer les progrès dans la réalisation de ces cibles des ODD, il nous faut promouvoir des partenariats durables entre les gouvernements, d'autres acteurs étatiques, la société civile et le secteur privé. Cette action collective est essentielle pour pouvoir créer des systèmes sanitaires résilients qui nous permettront de faire face aux pandémies futures.
et aux autres crises sanitaires. Voilà pourquoi nous continuerons d'appuyer la création d'un instrument international de l'OMS juridiquement contraignant afin de consacrer la solidarité mondiale et de promouvoir l'équité. Le fait est que la pandémie de Covid-19 a révélé à tous et toutes l'absence de ces valeurs essentielles dans notre configuration multilatérale actuelle. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ne répondent pas à la demande des pays du Sud et de l'Afrique, notamment un accès inégal aux vaccins a montré que la situation était injuste, inégale. Lorsque la vie humaine, la sécurité et le bien-être sont hypothéqués, il n'est pas moral d'administrer et d'organiser des interventions dans des cadres qui ne font que consolider ces inégalités. Nous avons tous été témoins des manifestations extraordinairement solidaires en réaction aux crises aux quatre coins du monde. Nous savons qu'une solidarité spontanée est possible et il est donc d'autant plus répugnant de constater cette exception africaine, qu'il s'agisse des génocides, aux conflits civils, aux famines, aux pandémies. Le continent africain systématiquement est laissé de côté et ne bénéficie pas de la solidarité et essuie les échecs du multilatéralisme. L'histoire nous l'a montré la dernière fois que l'Afrique a fait l'objet d'un multilatéralisme robuste, efficace et d'un consensus, c'était durant les conférences de Berlin de 1884 et 1885. Et la nature des interventions qui en ont découlé se fait encore ressentir aujourd'hui. L'échec du multilatéralisme pendant des crises qui a relégué les peuples africains au deuxième plan, qui a normalisé la négligence humanitaire et d'autres injustices, ce sont autant d'échecs pour l'humanité. Rien en Afrique, rien dans ces peuples ne peut nous permettre d'accepter un tel échec. Nous avons pour devoir moral de faire mieux et de remédier à ces torts. Pendant 20 ans, l'Afrique a été frappée par 3 épidémies. Le VIH, la tuberculose, le paludisme. Je salue les partenariats innovants, à l'instar du Fonds mondial, qui ont progressé dans la lutte contre ces 3 menaces. Je salue également les objectifs ambitieux qui ont été fixés pour le 7e cycle de reconstitution. Le Kenya s'est engagé à soutenir le Fonds mondial et à appliquer les cibles convenues de sorte à actualiser notre promesse de contribution lors de la conférence de reconstitution des fonds. Le Kenya invite tous les pays appliquant les programmes du Fonds mondial, notamment les autres pays africains, à continuer de défendre une reconstitution suffisante du fonds. De la sorte, la mobilisation de ressources ô combien nécessaires s'en trouvera améliorée, ce qui nous rapprochera de l'éradication de ces maladies dangereuses. En conclusion, le Kenya se fait l'écho du secrétaire général et appelle de ses vœux un renforcement du multilatéralisme. Seule façon de parvenir de façon durable à un monde pacifique, stable et prospère pour tous et toutes. Telle est la nécessité impérieuse de notre époque. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. L'heure est venue de remédier au manque de confiance, sachant que nul d'entre nous n'est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous et toutes en sécurité. Le thème choisi pour cette 77e session, un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués, exige de nous que nous reconnaissions les crises auxquelles nous sommes confrontés, des crises qui sont interdépendantes de façon extrêmement complexe, des crises contre lesquelles nous ne pouvons faire face que grâce à des stratégies
innovantes et de nouvelles formules. Une population de 8 milliards de personnes dans un monde en réseau attend beaucoup du système multilatéral, qu'il réalise ses aspirations individuelles et ce grâce de façon indirecte à des cadres nationaux robustes. Voilà pourquoi le système des Nations Unies devrait pouvoir réagir à ces besoins et voilà pourquoi des enceintes telles que la nôtre devraient pouvoir s'adresser aux personnes ordinaires aux quatre coins du monde riche de diversité. Il est impossible de satisfaire directement tous les besoins individuels, mais il est possible d'y répondre en défendant avec conviction les valeurs universelles de l'égalité, de l'inclusion, de la justice, de la solidarité, de l'action collective, en faisant en sorte que nos interventions respectent clairement ces principes. L'intégrité de l'ordre international doit être mesurée à l'aune de la distance entre nos résolutions, consensus et accords et les actions décisives, les interventions engagées, les solutions efficaces trouvées. Un tournant décisif doit nous amener à combler ce fossé de toute urgence. Le Kenya a de nombreux projets nationaux mis en œuvre dans le cadre multilatéral. Nous avons lourdement investi dans la solidité, l'efficacité et le succès des interventions formulées par cette institution. Il est essentiel que les décisions de cette enceinte et d'autres amènent notre jeunesse à s'exprimer, permettent à nos agriculteurs de nourrir notre nation, permettent à nos entrepreneurs de réussir dans l'économie, permettent à nos professionnels de formuler des politiques et d'appliquer des stratégies et de fournir des services dans les secteurs publics et privés. L'Afrique accorde une grande importance à la communauté internationale et aux possibilités rendu possible grâce à une action inclusive, durable, efficace pour transformer les vies de nos populations et pour parvenir à la paix pérenne, la sécurité et la prospérité de tous et toutes. Ce tournant décisif est le moment d'ouvrir la porte aux possibilités de demain. Nous pouvons faire des progrès, nous pouvons contrer cette triple menace mondiale, nous pouvons nous libérer des échecs honteux du multilatéralisme d'hier. En ce tournant décisif, il nous faut choisir d'agir de façon décisive pour donner en héritage à nos enfants et à leurs enfants une terre plus verte, plus saine, plus sûre, plus abondante. Faisons-le maintenant, faisons-le ensemble. Faisons-le dans l'inclusion et le multilatéralisme. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République du Kenya et commandant en chef des forces de défense de la République de Kenya de son allocution et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je vous adresse mes vives félicitations pour votre élection à la présidence de la 77e Assemblée générale des Nations unies et mes vœux les plus ardents de succès. Je salue et adresse mes félicitations à votre prédécesseur, M. Abdullah Shahid, pour l'engagement qu'il a démontré tout au long de la 76e session. Au secrétaire général, Antonio Guterres,
je réitère le plein soutien de mon pays dans ses efforts au service de notre organisation. Monsieur le Président, je me réjouis de prendre à nouveau la parole avec gravité parce que la situation l'exige. En effet, nous sommes à une période charnière du système international, alors que le monde se relève difficilement d'une pandémie et se trouve en proie à une crise multidimensionnelle. L'émergence de nouveaux pôles d'influence entraîne une cristallisation et commande que nous privilégions un dialogue permanent en vue d'un consensus global plutôt qu'un rapport de force dans l'approche des questions antagonistes au sein du système multilatéral. Face aux rivalités entre puissances et aux défis multiformes qui nous concernent tous, il serait dangereusement naïf de continuer à miser sur des rapports de force ou des positions unilatérales. L'interdépendance des enjeux globaux et l'interconnexion des économies nationales nous exigent de dialoguer afin de répondre de manière appropriée et surtout collective aux menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationale. Nous sommes dans le dernier quart d'une année qui a vu les défis mondiaux s'amplifier, mettant à mal les efforts communs et individuels visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. À moins de 8 ans de l'échéance, il est crucial d'évaluer le parcours à l'aune de la menace que continue de faire peser la pandémie de la COVID-19 sur nos économies. Une menace tout aussi insidieuse plane désormais sur nos économies. Cette menace, c'est l'inflation. Partout dans le monde, l'inflation atteint de tristes records. Personne n'est épargné. Les entreprises comme les ménages, le Nord comme le Sud, ces effets sont dévastateurs. Il nous faut donc agir. Individuellement, certes, c'est ce que le Gabon fait, en subventionnant certains produits de première nécessité, en contrôlant les prix sur d'autres. Mais ici aussi, nous ne parviendrons à vaincre efficacement ce phénomène que si nous agissons collectivement de manière coordonnée en toute solidarité. C'est un défi, un de plus, lancé à la face du monde. Nous devons ensemble, tous ensemble, le relever. Monsieur le Président, cette année représente à de nombreux titres un nouveau départ pour le Gabon, alors que nous nous relevons de la tragédie et de l'inertie qui nous est imposée de la pandémie de coronavirus et que nous rouvrons au monde. Nous sommes le plus récent membre du Commonwealth, qui accueille 2,5 milliards de personnes, un tiers de la population mondiale, qui a des valeurs partagées, qui sont le respect de la démocratie, des droits humains et de l'état de droit. Mon pays est en train d'élargir ses horizons pour nos citoyens et nous saisissons cette occasion pour nos jeunes afin qu'ils puissent étudier, voyager et établir des liens d'affaires bien au-delà de nos propres frontières. Par ailleurs, le Gabon prend sa place sur la scène mondiale, non pas seul, mais en tant que fière nation africaine. Mais les problèmes auxquels notre monde est confronté aujourd'hui sont globaux, mondiaux, comme les solutions. Nous devons tous être tournés vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, alors que nous faisons face aux difficultés d'un monde où les ressources sont limitées et la population augmente. Ce mois-ci, notre famille du Commonwealth a perdu son chef, Sa Majesté la Reine Elisabeth II.
travers cette union qu'elle aimait tant, la reine nous offrait respect, amitié et conseil à de nombreux pays indépendants de par le monde, petits ou grands. Elle promouvait la paix, la liberté et les valeurs communes et promouvait un esprit de coopération. En tant que nouveau chef du Commonwealth, Sa Majesté le roi Charles III peut être certain de mon plein soutien et de celui du peuple gabonais. Un ami proche du Gabon depuis de nombreuses années, le roi Charles III partage mon enthousiasme pour la protection de notre environnement national et de notre biodiversité. Il partage également mes préoccupations pour le climat mondial et la viabilité. Monsieur le Président, 50 ans après la conférence de Stockholm, l'humanité est confrontée à une triple crise environnementale sans précédent, le changement climatique, la crise d'extinction de la biodiversité et la pollution, notamment provoquée par les plastiques. S'agissant du climat, nous avons une couverture forestière de 88% et la déforestation est nettement en dessous de 0,1%. Le Gabon est donc un pays où il y a beaucoup de forêts et peu de déforestation, par excellence. Depuis la COP 15 à Copenhague, le Gabon a absorbé de manière nette plus d'1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. Nous absorbons plus de 100 millions de tonnes de dioxyde de carbone provenant de l'atmosphère chaque année. Autrement dit, nous avons déjà réalisé et même dépassé l'objectif de l'accord de Paris de la neutralité carbone. Nous comptons sur la création d'un marché du stockage net du carbone afin de nous permettre de maintenir ce résultat d'ici à 2050 et au-delà. Deuxièmement, je trouve la crise de la biodiversité extrêmement préoccupante. La COP 15 à Montréal sera un moment décisif pour l'humanité et il est absolument essentiel que nous adoptions un cadre mondial pour la biodiversité ambitieux. Le moment est venu de faire notre transition de milliards à des millions de milliards en mobilisant 1% du PIB mondial pour la nature. Enfin, la pollution est demandée un problème chronique dans nos villes, nos fleuves et nos océans. Nous ne devons pas perdre de temps. Il faut adapter un accord international contraignant sur la pollution plastique ainsi que le traité sur les hautes mers. Afin de réaliser les ODD, nos accords internationaux et nos politiques nationales doivent prendre en compte le caractère interdépendant de ces crises. Monsieur le Président, les menaces à la paix et à la sécurité internationale continuent à augmenter de manière exponentielle. Confrontés à la prolifération des groupes armés, restreindre leur accès aux armes sera au cœur des priorités de mon pays lors de notre présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre. À cet égard, permettez-moi de répéter l'appel de mon pays en faveur d'un partenariat robuste afin de garantir davantage de sécurité dans le golfe de Guinée. De nombreux pays sont confrontés à des crises humanitaires aggravées par des conflits armés. C'est le cas de l'Ukraine, où la guerre a abouti à une dégradation de la situation de pays et de régions qui connaissaient déjà des pénuries alimentaires. Voilà pourquoi mon pays a clairement exprimé son opposition non seulement à cette guerre sanglante, mais à toute forme de guerre. Le Gabon, qui n'a jamais connu de conflit armé, continuera son plaidoyer en faveur du dialogue et de la négociation, que nous préférons à la confrontation. Monsieur le Président, l'accès à l'éducation pour les enfants doit être considéré comme sacré. C'est pourquoi, permettez-moi d'exprimer l'appui déterminé de mon pays en faveur de la sanctuarisation des écoles et d'autres lieux éducatifs, et en particulier pendant les conflits armés. Compromettre l'éducation, c'est hypothéquer les générations futures.
C'est dans cet esprit que j'ai fait de la promotion des femmes et des jeunes une priorité absolument essentielle. En 2015, j'ai lancé la décennie de la femme gabonaise qui vise à réserver une place de choix aux femmes et aux enfants dans tous les aspects de la gouvernance au Gabon. Monsieur le Président, l'internationalisme est à un tournant. Nous devons réformer l'ONU pour que les aspirations de l'Afrique soient mieux prises en compte. Cela vaut particulièrement pour le Conseil de sécurité, où il convient de consolider le rôle de l'Afrique. L'Afrique a trop attendu et nous n'accepterons plus d'attendre. Étant donné la forte interdépendance des nations, il est essentiel que nous mettions un terme à l'utilisation des sanctions. Au contraire, nous devons nous efforcer de jeter des passerelles de prospérité. C'est pourquoi, une fois de plus, j'appelle à la levée totale de l'embargo qui touche le gouvernement et le peuple de Cuba depuis des décennies. De manière inévitable, les principales victimes de tout embargo sont les faibles et les vulnérables. Au Moyen-Orient, le Gabon a toujours considéré qu'une solution à 2 États est la seule manière de parvenir à la paix et à la sécurité. Il en va de la responsabilité de notre génération de régler ce problème. Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de répéter l'attachement du Gabon aux principes et aux valeurs de solidarité qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies. À cette fin, je répète l'appel solennel de mon pays à tous les membres de la communauté internationale afin qu'ils se montrent à la hauteur de nos engagements communs afin de garantir la paix, la sécurité et la dignité pour les peuples du monde. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens